Salut les potos, j'espère que vous allez bien. Bienvenue évidemment dans ce 3e épisode de la Tifade. Je suis accompagné comme toujours par cet homme, la cuillère. Et recoucou. Et cet homme, Ulysse Pump. Et aujourd'hui, on vous a préparé un podcast assez exceptionnel. Avant d'aller dans le vif du sujet, comment ça s'est passé aujourd'hui ? Comment s'est passée cette matinée pour toi, la cuillère ? Une course folle. Une course folle. Très clairement. Un réveil à 6h30 pour pouvoir aller à la salle. Je me suis speedé parce que je savais que ça allait être la guerre sur Paris. 6h30, c'est tôt du coup ? Bah, généralement, ouais, c'est 6h. On a dit dans le dernier podcast que moi,6h30, j'aime bien me lever tôt. Ouais, c'est tard. En ce moment, je t'avoue, c'est la course. Je ne couche pas avant minuit et demi, 1h parce qu'il faut répondre à tout le monde. Ouais. On a plein de nouveaux. Donc, ce matin, un petit sommeil quand même. Ouais. J'ai dit, allez, je me bouge le cul. Petit checker de prot, muscu, bam, bam, bam. Je décale. Je crève en voiture. Génial. Donc là, c'était ta voiture ? Non, c'était la voiture de ma mère, forcément. Je vais me faire tuer. Mais c'est pas grave. Donc, elle va te tirer l'oreille ou pas ? Non, ça va bien se passer. On a changé ça en speed. C'est reparti. Je me suis fait déposer au RER. Quel homme. C'est parti. Il faut faire de tout, les gars. Il faut faire de tout. Imaginez tout ce qu'il a eu le temps de faire en une heure. Déjà, depuis ce matin. Vous n'avez même pas pris votre café, vous. La course. Et je vois, tu m'as dit que tu prenais des shakers de protéines. Ça fait combien de temps que tu t'es mis à la muscu ? Ça fait combien de temps que tu es à la muscu ? Alors moi, ça fait, on va dire 3 ans que j'en fais très sérieusement. Donc, y a des semaines, malheureusement, on court partout, on n'a pas trop le temps. Mais si je peux le faire 4-5 fois par semaine, au moins 1 heure, je le fais. Et tu te concentres sur quoi ? Je fais beaucoup de force. Moi, je fais beaucoup de poids très lourd. Je suis pas... J'ai un peu de gras forcément, hein, même un peu beaucoup. Non, je suis veux pas dire ça. Mais moi, je me concentre sur la force. Particulièrement la force. J'adore faire du soulevé de terre. Mon record est à 250 kilos. 250 kilos, ça fait une belle mama. C'est un bon poids. J'en ai chié grave. Ouais. Et est-ce là, que tu t'es chié dessus ? Non, ça m'est jamais arrivé. Il paraît que ça arrive, mais il paraît que ça arrive en plus. Ça arrive. Moi, j'en ai déjà vu des mecs faire ça. Ouais. J'ai vu en vie réelle faire ça. C'est terrible. Tellement. Tu vois, t'es tellement. Et j'en ai vu faire pipi aussi. On part vraiment sur ça, les gars ? C'est vrai que le sujet est un peu. Mais on parle un peu de moi. Mais tu prenais un peu de produits aussi, toi, non, pas des produits stéroïdes, là, d'accord. Ah non. Si je prenais des produits stéroïdes et que je ressemblais à ça, faut que je change de fournisseur de stéroïdes. J'ai un souci. Non, si, j'apprenais pas mal. J'ai pris pas mal de tous les compléments possibles, imaginables, on va dire. Je les ai tous essayés. Pas évidemment, pas tous, mais quasiment tout ce que tu peux trouver sur le marché, tout ce qui est nootropics, tout ce qui est plantes, tout ce qui est molécules, même individuelles. J'avais fait une vidéo, je me souviens, où j'avais montré tout ce que je prenais. J'en avais une quinzaine par jour de choses que je prenais. Il y avait à l'époque, parce que je les prends plus tous maintenant, j'en prends quelques-uns, mais pas tous. Il y avait les oméga 3, parce que c'est bien pour le cœur et c'est bien pour le cerveau. Et surtout quand tu as beaucoup de nourriture au niveau de la viande rouge, rajouter un petit peu d'oméga 3, ça fait pas de mal. J'avais du collagène. Je sais pas si tu en prends du collagène. Le plus important pour moi, alors très clairement, celui que je mets au top du top, c'est le collagène. C'est un truc de fou. Très clairement, c'est bon pour les tendons, c'est bon pour la peau, c'est bon pour les articulations. Et ça, c'est un truc, tu peux en prendre tous les jours de ta vie. Ouais. Très clairement, il y a pas photo. Combien t'en prends de collagène ? Alors moi, c'est pas du collagène pur, donc c'est des pots que j'achète, mais j'en prends un shaker par jour. Je crois que c'est 5 grammes, je crois. 5 grammes à peu près. Après, j'ai pas toutes les références, etc. Parce que il y a deux types. Il y a tellement l'hydrolysé et le normal. Voilà. Et sur le normal, moi, pareil, je prenais 10 grammes par jour. J'avais un petit truc sur ceux qui s'intéressent. Chez Biotech, je crois que c'est Biotech, un truc à boire qui est fait avec de la bonne vieille peau de poisson, là, bonne vieille écaille de poisson, bien hydrolysée, bien comme il faut, avec 100% naturel, bio, etc., qui sont absolument ni bio ni naturels, sauf le poisson. Tu bois ça, ça a un goût absolument affreux. C'est immonde. Mais tu as tes 10 grammes de collagène par jour, et puis au fur et à mesure, tu te sens mieux, parce que quand tu vieillis, tu finis par avoir la peau qui perd un petit peu, la peau, t'es moins beau. Bon, tout le monde a envie d'être plus beau. Et aussi les articulations. Tu te rends compte, les articulations, que c'est un truc important uniquement quand tu les as plus. J'ai déjà eu quelques soucis d'articulation, j'ai jamais eu envie d'en avoir d'autres, donc je continue à faire ce genre de trucs-là. Donc il y avait oméga 3, il y a collagène, j'ai pris plein de trucs au niveau cérébral, etc. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça changeait pas grand-chose. Que tous ces trucs-là, en fait, c'était personne dépendante. Et qu'il y a des choses qui peuvent être utiles chez certains, genre le 5-HTP par exemple, la sérotonine. Ça peut être utile chez certains. Il peut y avoir des trucs avec les plantes ayurvédiques aussi qui sont intéressantes chez d'autres. Mais moi, en essayant chacun un peu séparément et avec des dosages un peu différents à chaque fois, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose qui me servait dans tout ça. Donc, j'ai gardé que les essentiels qui étaient un peu pour le corps sans avoir d'effet visible ni physique.
au moment où je les prenais. Mais je me suis dit, de toute façon, le collagène, ça fait de mal à personne. Les oméga 3, ça fait de mal à personne. Et puis après, la caféine. Si pour ceux qui ont un peu de mal avec le café et qui préfèrent du thé, essayez guarana. C'est le guarana en poudre. Ça te fait un effet, ça. T'as l'impression d'avoir café pur qui passe dans tes veines à ce moment-là. Et il n'y a pas du tout tout cet aspect goût café qui te reste dans la bouche. Guarana, tu le prends et d'un coup, t'as des pétillements au fond des doigts. Pas parce que t'en as trop pris, juste parce que je pense que la molécule en elle-même, elle est plus intéressante. Est-ce que t'as des trucs, toi tu prends des petits trucs pump Moi j'ai pris pas mal de trucs pendant longtemps aussi, un peu tout ce que vous avez dit. Des trucs Lego ou Des deux. Non mais pas des stéros. Pas des stéros. Mais oui, je me suis beaucoup intéressé. Moi j'en fais plus, mais j'ai fait pendant pas mal de temps la muscu. Je m'intéressais vraiment à tout ce qui était complément alimentaire du coup. Ouais. Après, je trouve que ça crée une dépendance psychologique aussi. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, quand tu l'as pas, tu te sens dans un mauvais mood. Pareil, en fait, un peu pour tous les stimulants, même le café. Tout à fait. En vrai, moi, je prends du café assez souvent, mais pas tous les jours. C'est pas un réflexe. Parce que déjà, quand tu surdoses, après, t'es crevé vraiment. Ouais. Enfin, moi, en tout cas, je suis crevé. Je pense que c'est pas pareil pour tout le monde. Hein. Ouais, c'est clair. Chacun a une réaction différente, mais t'es crevé. Après, tu veux plus. Voilà, quand tu prends un peu des trucs guarana, plein de café, du thé et tout, ça te stimule. Donc, pour la séance, c'est génial. Mais après, t'es un peu fatigué. Donc, non, la meilleure motivation, c'est dans la tête. Hein, franchement, c'est toujours pareil pour moi. Donc, non, je prends aucun complément alimentaire actuellement. Les seuls trucs que je trouve que je fais pas assez, c'est m'exposer un peu plus au soleil. Parce que pour le coup, le soleil, bon, il fait pas hyper bon en ce moment. Mais non. pour le coup, le soleil, ça, j'ai jamais eu d'effet négatif. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Et ça vraiment, ça joue vraiment sur le mental. Ouais. Je faisais quand j'étais un peu plus jeune des sessions d'UV, tu vois. Ouais. Ah ouais. Si. Et je trouvais que même moralement, ça jouait. Alors, je sais pas s'il y a un truc scientifique qui est prouvé là-dessus. Je sais qu'il y a des trucs qui sont prouvés pour la lumière qui imite celle du soleil, notamment en Norvège. Voilà, je sais, mais je sais pas si les trucs d'UV font ça. En tout cas, ça jouait clairement. Mais là, tu sais que pour le coup, je te donne une anecdote. Un des pays européens, le pays européen avec le plus de suicides, c'est la Norvège. Ah oui. C'est la Norvège, c'est la Finlande, c'est la Suède. Dès qu'on est des mois d'hiver, 6 mois sans soleil, c'est peut-être pas 6, ça dépend du moment, de l'endroit où tu es en Norvège, Finlande, etc. Mais disons 3 ou 4 mois sans soleil, il y a plus de suicides en Europe, c'est là-haut. Et quand tu vas dans les pays d'Afrique, mais tout ce qui est suicide, on en discute, on en parle quasiment pas, parce qu'il n'y a pas ce genre, en partie, parce qu'il n'y a pas ce genre de problème de moins de soleil, etc. Et c'est vrai, moi depuis que j'habitais à Nice, maintenant j'habite un peu partout, j'habite pas qu'à Nice. Et c'est vrai que quand j'étais à Nice, au moment où tu ouvres les volets, il fait beau. Et tous les matins, tu ouvres les volets, il fait beau. Et si tu ouvres les volets et qu'il fait pas beau, tu te dis, il y a un truc qui va pas. Mais ma copine, elle me dit, mais pourquoi tu veux partir ou pourquoi tu veux rester là? Parce que de toute façon, tu es dans ton bureau et tu sors peut-être 30 minutes par jour pour aller te balader, etc. Je lui dis, ouais, mais quand je sors pendant ces 30 minutes par jour, qu'il fasse beau. Il fait beau et il y a du soleil. Et donc là, je suis content. Alors que quand j'ai grandi à Limoges, c'est pas pareil, quoi. Et les mecs, ils te le disent, c'est déprimant. T'as 3 semaines, 4 semaines, t'as 1 mois, 2 mois, 3 mois avec de la pluie tous les jours. J'y suis revenu il y a pas longtemps. Je me dis, mais pourquoi les gens ils habitent ici, sérieux? C'est clair. Pourquoi ils habitent ici? Pourquoi ils vont pas à Nice? Et toi, de toute façon, tu vas aller à Bali maintenant. Ah ben, j'y vais pour ça, moi. Ouais. J'y vais principalement non, j'y vais pas que pour le soleil, mais j'y vais pour ce que tu dis. C'est quand j'ai du temps libre, j'ai envie qu'il fasse beau, qu'il y ait la nature. Moi, je suis très sensible à la nature. Qu'il n'y ait pas de nature à Paris, j'en peux plus, quoi. Même, j'ai envie de dire un truc, peut-être les Parisiens vont me comprendre, mais c'est le bruit permanent mental. Tout le temps, il y a du bruit. Tout le temps. Alors, Paris, intramuros, il y a tout le temps du bruit. C'est un stress de fond. Franchement, au bout d'un moment, on n'en peut plus. Moi, j'ai l'impression d'être un vieux bobo qui, dès que j'arrive en campagne, c'est hyper calme ici, les gars. Non, c'est pas hyper calme. Je m'en souviens. Je m'en souviens quand t'es venu à la maison. Exactement. On a ouvert la fenêtre, t'as fait waouh, il y a pas de bruit. Exactement. Waouh, il y a des poules. Exactement. C'est la campagne. C'est la campagne, terrible. Là où je suis, c'est pareil. C'est terrible. T'es bien, en fait. Bon, j'ai quand même une déception, mis à part ça. Ce matin, on est deux à avoir un t-shirt Ulysse Steve, quoi. Donc à partir de là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'a pas respecté le protocole, quoi. C'est qui Tiff? Je sais pas, c'est un gars sympa. C'est pas un chanteur. C'est pas un chanteur Tiff. Un rappeur. Vous avez le t-shirt Tiff depuis le rappeur, là? Bah, on était à son concert. Vous étiez à un concert? Alors là, il nous a offert des t-shirts Tiff, il m'en faut des comme ça. Alors, pour ceux qui connaissent pas les petites histoires, là, j'ai fait faire des t-shirts Tiff point.
Et du coup, j'ai pas gardé le mien. J'ai pas le mien parce qu'il fait froid ici. J'avais pas envie de l'avoir. Et je vais les offrir à tous les anciens qui sont sur le club. Donc il y en a 115 en tout. Je vais tous les offrir. Puis au fur et à mesure, on fera des drops comme ça qu'on va offrir aux anciens. Ça, c'est le premier drop TIFF. Donc ça va être génial. Les mecs, ils sont super excités. Et puis moi aussi. Et d'ailleurs, en parlant du club, vous avez vu un peu l'euphorie sur le marché, comment ça se passe ces derniers temps. Il y a eu un petit retracement. Hier, c'est monté jusqu'à 38 000. Si tu nous regardes, peut-être aujourd'hui, c'est plus. Peut-être aujourd'hui, c'est moins. Mais en règle générale, dès qu'on arrive dans ce genre de moment-là du marché, il y a beaucoup de hausses et la tendance globale, c'est d'aller beaucoup plus haut. Mais évidemment, entre les hausses, il y a les baisses. Et en règle générale, il y a 8 baisses de 30%. On n'en a fait même pas une encore. Donc, c'est toujours bien de voir que le marché suit son cycle naturel et d'aller beaucoup plus haut comme ça. C'est très bien de le souligner, cette affaire. Et en parlant de ce marché, je parle encore un petit peu de la crypto, mais moi, j'ai une théorie. Je pense qu'on est sur le dernier vrai marché haussier. Et pourquoi est-ce que je dis ça ? Aujourd'hui, on a eu du coup 2013, 2017, 2021. Vendez tout. 2024, 2025. Je rigole, bien évidemment. Pas encore le moment de tout vendre, ça dépend au moment où tu regardes. Ça se trouve, tu regarderas en novembre 2025, à ce moment-là, ce sera différent. Mais je pense qu'on est dans un dernier marché haussier et que celui-là, c'est l'opportunité d'une vie pour beaucoup de personnes. Parce que les cryptos, ça se passe un peu comme les actions, que ce soit les actions du CAC 40, que ce soit les actions traditionnelles. Au début, les actions, tu te souviens le boom de 2000, le dot-com bubble, comme on dit en 2000. À ce moment-là, c'était en 2000, les actions Amazon, les actions Pet.com et les autres actions d'Internet, AOL, etc. C'était vraiment les cryptos d'aujourd'hui. C'était, tu mettais dedans, il y avait de l'euphorie de dingue. C'était, tu mettais la semaine d'après, c'était x10. Et c'était sur le marché traditionnel, sur le Nasdaq, etc. Et c'était exceptionnel. Mais aujourd'hui, maintenant, les actions, on les regarde un peu comme des investissements safe, des paris un peu long terme, de rentabilité assez faible, mais au moins, tu sais que ça va pas trop baisser vers le bas, pas trop beaucoup, quoi. Et ça, c'est les actions aujourd'hui. Je pense qu'au bout d'un moment, les cryptos, ça va être la même chose. Dans pas si longtemps que ça, dans 4, 8 ans, 10 ans, les cryptos, elles seront regardées comme des trucs où tu te dis, voilà, c'est assez safe, ça continue de monter peut-être, 10-15% par an, et ça va aller vers le haut pendant éternellement. Mais ça, ce sera le sentiment des cryptos, je pense, dans 4, 8, 10 ans, 12 ans, ce sera ce sentiment-là. Et ce qui est bien, quand tu regardes un peu dans le futur, c'est que du coup, il y a eu en 2000 les actions qui faisaient x10 dans la semaine. Il y a eu en 2021, il y aura en 2024 des cryptos qui font x10 dans la semaine. Donc, en 2030, 2034, il y aura autre chose. C'est sûr. Je pense qu'un des trucs qui va remplacer les cryptos, ce sera par exemple les NFT. À mon avis, il y aura un cycle entier de NFT. Il y aura des choses faciles à faire avec les NFT des x10. Et il y aura d'autres choses, des trucs qui ne sont pas encore connus, avec le métaverse, avec l'intelligence artificielle, des nouveaux instruments financiers où les gens pourront investir, qui feront ces genres de multiples de x10, de x15, de x20. Et ce sera exceptionnel. Et en parlant un petit peu du futur comme ça d'intelligence artificielle, je voudrais vous demander votre avis, vous, comment vous voyez, disons, le monde dans 10 ans. Comment vous voyez tout ce qui s'agit de l'homme, tout ce qui s'agit de l'univers et de la vie quotidienne chez les humains dans 10, 15 ans, 20 ans, peut-être plus loin, 50 ans si vous voulez, que ce soit les voitures qui se conduisent toutes seules, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit l'euro numérique, on peut aussi parler de l'euro numérique, on en a déjà parlé, mais peut-être un peu de l'euro numérique, que ce soit le travail de la vie de tous les jours, que ce soit les relations avec les femmes, avec les amis, avec la famille. À quoi ça peut ressembler de manière imagée la vie dans 10-15 ans pour vous ? Tu veux commencer ? Déjà, dans 10 ans, je serai à la retraite. Dans 10 ans, tu seras à la retraite. Pour commencer. Donc, tu seras en train de faire la belote. EGLD sera à $2000. Non, ne fais pas de prédiction comme ça. Je rigole, je n'ai pas d'EGLD. Calmez-vous. Non, moi non plus, j'en aurais pas. En fait, tu vas récupérer toute la communauté d'acheteurs, tout simplement. Voilà. Non, on le laisse tranquille. Gloire à Solana. Moi, avant de partir là-dessus, j'ai envie de rebondir sur ce que tu as dit par rapport au marché. Très souvent, la commu me pose des questions là-dessus et je leur dis toujours, vous savez, la blockchain, les cryptos, c'est une révolution. Et une révolution, ça passe par 3 phases. La première phase, c'est comme si c'était une blague. C'est pris comme si c'était une blague, ça ne marchera pas, c'est inutile, on s'y intéresse pas. La deuxième phase, hyper critique. La peur.
la critique, c'est dangereux, faites attention. Tout ce qu'on a eu au dernier, pendant le bear market, à la fin du bull run 2021-2022, tout le monde flippait. C'est dangereux, vous allez tout perdre. Et la troisième phase d'une révolution, l'évidence. C'est ça qu'il nous faut. Est-ce que c'est pas ce qu'on est en train de vivre avec toutes les institutions financières les plus riches au monde, les plus grosses au monde, qui sont tous en train de vouloir rentrer massivement là-dedans? Et j'ai envie de dire qu'on rentre dans cette troisième phase et que je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, que le prochain cycle sera probablement le dernier très haussier avant une phase de stabilisation. Ouais. Je voulais revenir là-dessus. Il y aura toujours ça. Tu auras toujours des... En fait, moi, je corrigerai un peu ce que tu dis. Ouais, carrément. Parce qu'en fait, le dernier plus grand mouvement, oui. Mais plus de run, en fait, non. Parce que il y aura toujours tous les marchés du monde... Évidemment. Même on le voit. Et c'est d'ailleurs assez fascinant. N'importe quelle courbe est analysable. Que ce soit la courbe du Covid, la courbe d'abonnés, la courbe... mais véritablement, ce que je vous dis, et c'est d'ailleurs assez fascinant, qui suit un peu le truc spirituel et tout, de ne pas arriver à comprendre comment une courbe peut démontrer quelque chose. On va pas faire un truc là-dessus, mais c'est réel. Donc... tous les marchés font des phases de hausse et des phases de baisse. Simplement, je suis totalement d'accord, il y aura beaucoup moins de volatilité due à la confiance qui augmentera. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que la confiance ne sera pas perdue. Moi, je pense qu'il y a une hyper-spéculation depuis des années. Qu'en gros, les gens, ils s'en foutent de la crypto. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire un x10. Ils ne veulent pas l'utiliser. Simplement, ça deviendra, et c'est en train de devenir quelque chose d'inévitable parce que la technologie, bon, elle est surspéculée, hein, elle aussi, mais elle a une vraie utilité pour des entreprises, par exemple, je pense aujourd'hui. Et puis surtout, les grandes institutions, elles peuvent pas faire sans. Donc, au lieu de lutter, elles vont dans le sens de la mer et elles vont même prendre beaucoup d'eau, histoire de pouvoir gérer les courants. C'est juste ça qui se produit et il y a nous, les petites crevettes, la population, qui grappillons dessus. Voilà. En gros, pour moi, c'est ça. Donc, il y aura toujours de l'intérêt, il y aura toujours des choses et je pense qu'on n'aura jamais une confiance qui sera au niveau des actions. Jamais. Je pense pas qu'un jour, les actions seront détrônées par les cryptos, pas de notre vivant. Peut-être que je me trompe, mais du coup, ça donnera toujours plus de volatilité. Si il y a quasiment plus de volatilité sur la crypto, bah alors ça sera des stablecoins sur les actions, à mon sens. Parce que pour qu'il y ait cette corrélation-là, ça voudrait dire que la crypto soit aussi safe dans la tête des gens que les actions. Je pense qu'on en est hyper loin. On en est hyper loin et du coup, clairement, il y a encore des beaux jours, mais c'est surspéculé. C'est surspéculé, comme tu as dit, les x10, ça n'existe nulle part. Donc voilà. Je trouve ça super intéressant. Pour justement les gens qui se posent la question, et pourquoi est-ce que par exemple les cryptos seraient encore là? Pourquoi est-ce que la blockchain est révolutionnaire? Et pourquoi dans 5 ans, 10 ans, ce serait encore là et à quoi ça sert? Il faut que tu comprennes une seule chose par rapport à la crypto et une seule chose par rapport à la blockchain. Il faut que tu le mettes, tu puisses le transposer sur n'importe quel secteur de ta vie. C'est la blockchain, ça sert juste à mettre une couche d'authenticité sur n'importe quoi. Donc, par exemple, tu commandes un Uber ou tu commandes un taxi. Disons que tu commandes un taxi et que la blockchain, elle est incluse à l'intérieur. Tu peux payer le vrai prix. Disons que là, évidemment, on est en France, donc tu payes le vrai prix. Mais tu vois, je vous fais pas de dessin, mais si vous êtes déjà allé à Marrakech, par exemple, et que vous avez déjà pris un taxi à Marrakech, et dès qu'il s'agit de payer le vrai prix, tu peux toujours le chercher, le vrai prix de Marrakech. Il n'existe pas. Donc, tu mets la blockchain, tu mets une couche d'authenticité, et juste avec ton téléphone, tu pourrais voir exactement en temps réel tous les taxis à quel prix ils sont. Donc, tu pourrais voir et payer le prix réel parce que il y a une couche que tu peux pas falsifier. Et ça peut être, par exemple, si tu as un business et que tu essaies d'acheter des trucs qui sont faits en Chine et que le Chinois il essaie de te le vendre à 3 €, tu vas sur la blockchain, tu te rends compte que la traçabilité du Chinois, ça fait que normalement, il le vend à 1,50 €, mais comme toi, il a vu que tu avais un peu plus de budget, il te le vend à 3 €. Donc, tu te rends compte que une couche d'authenticité et de fiabilité sur à peu près tout, c'est utile. Parce que personne n'a envie de payer 3 € s'ils peuvent le payer 1,50 €. Donc, c'est sur ça que la blockchain elle va venir changer et révolutionner à peu près tous les secteurs qui existent. Voilà. Complètement d'accord. Et pour l'IA, alors tu vois ça comment, toi? Le monde de demain, dans 10 ans. Moi, l'IA, personnellement, j'utilise déjà tous les jours. Ouais. Vous le savez. Toi, t'as une puce dans ton cerveau, toi. Il faut le dire. C'est toi qui as la puce dans le cerveau. Moi, honnêtement, je vais pas aller jusqu'à me faire greffer la Neuralink. Je vais pas passer en premier. Je suis pas un cobaye. On peut en parler. Est-ce que tu feras ou pas greffer le Neuralink? Non. Est-ce que tu achèteras le Apple Vision Pro ou pas? Ouais. C'est Apple Vision Pro, pour ceux qui savent pas, c'est l'espèce de headset. Donc, c'est un truc avec les lunettes, là, comme ça.
qui va prendre un peu tout ton visage avec un bandeau à l'arrière et qui va venir te faire vivre un petit peu l'expérience métaverse, que ce soit en réalité virtuelle, où tu te dis, est-ce que je vais pouvoir le faire, ou en réalité augmentée, où tu peux faire venir un petit building sur la table, où tu peux mettre un tableau, etc. Alors que tu vois aussi ce qui existe autour de toi. Lui, il va pas l'acheter pour les tableaux. Hein. Je sais pourquoi il va l'acheter. Hein. Je vais l'acheter pour plein de choses. Je trouve ça génial parce que, alors, ma vision est peut-être, je pense pas que ça sera dans quelques années, mais est-ce que vous avez vu le film Ready Player One ? J'ai pas vu. J'ai entendu parler, ouais. Alors, écoutez, les gars, franchement, faut que vous le voyez parce que très clairement, moi, je pense qu'on se dirige vers ce type de monde. C'est quoi ? C'est en gros, dans le film, tout le monde a un casque. Tout le monde a un casque, si tu veux. Ouais. T'es chez toi, tu peux bosser de chez toi. Tu te déplaces, donc t'es sur un espèce de tapis. Les mecs mettent le casque et ils rentrent vraiment dans le monde. Quoi. Ils rentrent vraiment dans le monde. Et moi, je pense que il y a de fortes chances pour qu'on se dirige vers un monde comme ça où les gens vont, dans un sens, perdre leur liberté, mais trouver un petit bonheur dans ces mondes virtuels. Moi, j'y crois pas du tout. Ouais, c'est-à-dire que je pense que, en fait, on est déjà dans une ère où les générations 2000 ont connu que le téléphone, Snapchat, etc. Nous, la génération un peu avant, donc on a connu sans téléphone. Et je pense que toutes les choses qui nous paraissent quasiment sûres, voilà, il va y avoir telle guerre, il va y avoir tel truc, l'humanité s'en protège. C'est-à-dire que moi, je suis même dans un délire de me dire, si je devais parier sur des business, je pense que dans 10-15 ans, il y aura des bars où quand tu rentreras, tu pourras pas avoir ton téléphone parce que les gens vont vouloir revenir à un truc. Ils vont être tellement stimulés. On le voit déjà, il y a des régimes. C'est digital détox. Les mecs qui font des régimes pour se détoxifier des notifications. Et il y a même des massages de détox sur les points du corps qui touchent des zones de téléphone. Et je vous jure que c'est vrai. Il y en a un dans un hôtel de luxe à Paris où j'ai lu, c'était ça. J'adore. Digital détox, et la meuf vous masse sur ça. Donc je pense vraiment que le business, en fait, l'humanité va se saouler de ça, va refuser ça parce que on est des bêtes sociales, on est obligé de déconnecter. Et si on est trop là-dedans, en fait, il va y avoir d'autres choses qui vont se développer. Il va y avoir des mecs qui vont payer pour faire une semaine dans la nature. Ah, c'est ça, un vrai bruit d'oiseau. Je l'ai entendu sur YouTube pour m'endormir. Ça va être, à mon sens, un gros refus de l'humanité. Et d'ailleurs, on l'a vu sur le métaverse, les projets métaverse. Facebook. S'il y en a qui ont acheté dans la crypto des projets métaverse, notre ami Zuckerberg, il a bien foutu. Les gens, même si ça peut être utile, à mon sens, pour une entreprise, par exemple, de faire des visios, etc., dans un métaverse, profondément, ils se dirigent toujours vers quelque chose d'humain, quelque chose qui les connecte. Et se connecter de manière artificielle, ça les nourrit pas profondément. Je pense que c'est pas possible. On va avoir une phase qui va augmenter, mais je pense que tôt ou tard, ça va s'arrêter et les gens en utiliseront. Peut-être il y aura des fous qui l'utiliseront. Des trucs de porno, des trucs de n'importe quoi. Tous les business. Ça, on va en avoir malheureusement. Ils vont être touchés, mais globalement, l'humanité ne sera pas plongée avec des casques de réalité virtuelle. Et même si c'est le projet secret peut-être de certains, je pense que ça ne sera pas la résultante de l'humanité. Je crois dans l'humanité, moi. Est-ce que... Mais moi aussi, je crois en l'humanité. C'est pour ça que je pense exactement l'inverse de toi. Mais d'ailleurs, Ulysse, est-ce que Pump viendrait pas de nous lancer une idée de business de fou furieux, là ? Moi, j'en ai des idées de business avec la réalité virtuelle. Et lui, il va leur vendre les casques et moi, je vais leur vendre la thérapie. C'est ça, le truc. Tu vas leur vendre les casques et Pump, en fait, il va ouvrir les bars en mode non, les gars, il n'y a pas de technologie. Ouvrir les chakras, moi, les gars, venez à Bali. Va falloir déposer l'idée, les gars, parce que là, tout le monde va nous voir. Il faut que j'ouvre un bar où on a trié les téléphones. Là, moi, j'ai une idée un 200 IQ Play, on appelle ça en américain, c'est quand tu fais un move un peu vraiment dans le futur. Ouais. Et c'est un move que j'ai déjà fait pour le coup, parce que j'ai acheté un appartement à Dubaï. Pendant que j'ai acheté l'appartement à Dubaï, le mec, il m'a demandé, il me dit, voilà les options, et tu peux choisir niveau 4 à 10 ou 15 ou 20 ou 25. Est-ce que tu veux un penthouse au 25e étage ou est-ce que tu veux un truc à 10e, 15e étage? Je lui dis non, mec, je veux le plus bas possible en étage. Je veux le plus bas possible. Et pourquoi ? Et il m'a dit, je peux te donner que le 4e étage, donc ça me va pas, mais bon, j'ai acheté quand même le 4e étage. Et je veux le plus bas possible. Et c'est ça le Play, 2000 IQ Play, tu vois. C'est que les mecs, ils auront, que tu le veuilles ou non, Pump, la réalité virtuelle au fond des yeux avec le casque Apple. Et en fait, comment ça va se passer ? C'est qu'ils seront en train de marcher dans la rue. Il y aura des rues très commerçantes avec beaucoup de gens qui marchent, mais ils auront quand même tous leur casque à l'intérieur. Et il y aura des pubs partout. Ouais. Donc, il y aura des pubs
que ce soit sur les magasins autour. Et il y aura des pubs au premier étage avec les appartements. Et tout sera visuellement avec des pubs et on pourra acheter du real estate avec des pubs un peu partout sur des rues très passantes. Alors moi, je lui ai dit, je veux l'étage le plus bas parce que je veux foutre des pubs sur ma façade avec des pubs virtuelles comme ça, avec les réalités virtuelles. Et là, moi, les prochains achats que je veux faire immobilier, c'est que dans des rues extrêmement passantes. Alors déjà, aujourd'hui, c'est évidemment des trucs très, très chers. Tout ce qui est rue passante à Nice, je prends l'exemple de Nice, par exemple, la rue Macarani ou la rue Jean Médecin, c'est des trucs très, très chers. Mais dans le futur, ces trucs-là, ils vaudront encore plus cher parce que tu pourras mettre des pubs dessus et que les mecs qui passeront avec leur casque, ils auront des pubs en plein visuel et tu seras payé à chaque fois qu'il y a un mec qui voit une pub grâce à la blockchain. Mais c'est un move de ouf. C'est un move de ouf parce que je suis quasiment persuadé comme toi que ce genre de choses vont arriver et on le voit déjà avec, alors c'est pas encore vraiment au point, mais les lunettes de réalité augmentée. On a déjà commencé à voir ça. On a, même si on n'aime pas trop méta, entre guillemets, le Quest 3 qui fait et VR et AR, donc et réalité virtuelle et réalité augmentée. Et moi, quand je vois les vidéos, on voit qu'il y a vraiment un gros potentiel de pub là-dessus parce que le mec a son casque, il se balade chez lui. Il prend son petit écran virtuel, il se balade, il fait la bouffe en même temps, il ouvre le frigo. Qui te dit que demain, tu vas pas avoir les mecs qui vont se dire tiens, on va faire de la pub sur le frigo. Ah bah tiens, vous avez telle promotion, vous avez tel machin. C'est ça. Je reste persuadé que c'est pas viable. C'est-à-dire que bien sûr, tout le monde va passer par ça. C'est obligé. La technologie est attirante, il y a plein d'utilités. Il y aura sûrement des choses qui vont rester constantes, comme tu dis, des pubs, des films, un tas de choses comme ça. Mais quelqu'un qui vit entre guillemets 2/3 de son temps dans un monde comme ça, c'est soit un gars qui va se suicider, soit un futur dépressif. Et c'est pas possible de garder l'humanité comme ça, je sais pas combien de temps, mais voilà, je vais dire un chiffre, plus de 10 ans. C'est pas possible. Après cette phase-là, il y aura la phase, à mon avis, où les gens vont être en mode retour à la nature, retour à moins de téléphone, peut-être des choses plus directes, je ne sais pas. Peut-être que c'est possible si l'humanité n'est pas la même. Peut-être que c'est possible si l'humanité n'est pas la même, si ce n'est plus la même humanité. Est-ce qu'on vous a donné envie de faire des enfants ou pas? Ça, c'est ma question. Est-ce qu'il n'y a pas un plan qui est en train de se dérouler? Avec ma copine, on en parle beaucoup et je suis bien heureux de ne pas être dans cette situation, mais la génération d'après, moi je vais avoir un enfant normal, on va dire entre guillemets, mais la génération d'après, ils vont avoir la possibilité de choisir, que ce soit les Chinois, que ce soit les Américains, que ce soit les Français, ils vont avoir la possibilité de choisir, voilà, votre enfant. On a établi que votre pool de gènes génétiques au niveau des allèles, vous avez 37% de chances d'avoir un enfant avec 143 de QI. Est-ce que vous voulez augmenter ces chances à 78%? Moi, en tant que parent, ils vont se poser la question, les parents. Non, moi, évidemment, et c'est exactement la situation de ma copine. Là-dessus, on est totalement opposés. Les parents, ils se disent, non, moi, je veux pas. Et là, à ce moment-là, tu te dis, mais évidemment que je veux pas que mon enfant il ait 178 de QI et que je puisse le modifier génétiquement. Mais là, tu te poses la question. Oui, mais les autres enfants, est-ce que les autres parents, ils vont dire non eux aussi? Et si il y a, disons, 5% de la population, 5% des parents, 10% des parents qui disent moi, je veux bien que mon enfant il ait 170 de QI. Et qu'après, tu dis ben voilà, mais maintenant, ceux qui ont des boulots et ceux qui rentrent à la fac de médecine, ceux qui rentrent à la fac d'avocat, ceux qui ont les meilleurs boulots, forcément, 170 de QI, peut-être qu'ils ont plus de chances d'être avocat que ton enfant naturel et normal qui en a 110 de QI. Donc, tu te retrouves à faire un enfant qui a un QI normal, en te disant, ben voilà, moi je ne veux pas modifier mon enfant, il sera parfait comme il est et parfaitement naturel, mais il se retrouve à l'école avec que des enfants qui sont modifiés, ils ont tous les yeux bleus, ils sont tous beaucoup plus beaux, ils ont tous les cheveux longs, ils sont tous 1m95, 120 kg, et ton enfant, ben, il est normal, il fait 1m70 et il fait 65 kg, et tu te retrouves à avoir un enfant qui est complètement dépressif parce qu'il est naturel. Qu'est-ce que tu fais quand tu es un parent et qu'on te dit, est-ce que tu veux que ton enfant il ait 170 de QI? Est-ce que tu veux que ton enfant il fasse 1m85? Parce que tu sais que de toute façon, les autres parents, il y a un certain pourcentage de population qui va le faire, et ce certain pourcentage, il est suffisant que ce soit la merde pour ton enfant et que ça fasse en sorte qu'il y ait des écoles qui soient réservées aux enfants modifiés, des écoles qui soient réservées aux enfants normaux, des écoles qui soient réservées aux enfants modifiés encore plus riches. Il va y avoir tout un système d'économie et tout un système humanitaire. Tout le monde ne pourra pas se payer ça en plus. Tout le monde ne pourra pas se payer ça. Donc si tu as dans le futur tous ces trucs de réalité virtuelle, tu auras aussi dans le futur, parce que c'est ce qu'il est en train de faire Elon Musk avec Neuralink, tu auras dans le futur une scission entre ce que les chrétiens appellent la bête et l'humain. Et la bête, c'est ce qu'on appelle par Yuval Noah Harari Homo Deus, et l'humain, c'est Homo sapiens. Donc il y aura une scission, une sorte de différence
de génétique qui fait qu'il y aura une nouvelle espèce humaine. Cette nouvelle espèce humaine, ce sera Homo Deus, et l'ancienne espèce humaine, Homo sapiens. Et c'est marrant parce qu'il y a déjà eu... Aujourd'hui, on n'est que Homo sapiens. Tous, on n'est que Homo sapiens. Mais à l'époque, quand les Homo sapiens étaient là, il y avait des Homo néandertals, il y avait des Homo erectus. Les Homo erectus étaient plus du côté asiatique. Les Homo néandertals, ils étaient plus du côté centre-Europe, Russie, côté ouest. À ce moment-là, les Homo sapiens y sont arrivés. Ils ont dit, ben voilà, nous, on va faire notre truc. On n'est pas du tout pareil. Les Homo néandertals, ils faisaient, disons, tous 2 mètres, 110 kilos. Ils avaient tous des bras énormes. Ils avaient tous une ossature énorme. Les Homo sapiens, ils étaient un peu comme nous, 1m70, 60, 70 kilos. Ils ont défoncé tous les Homo néandertals. Mais genre, en peu de temps, en 10 000 ans, ils ont tout défoncé. Ils sont allés en Asie, ils ont défoncé tous les Homo erectus, au tel point qu'aujourd'hui, on est la seule espèce humaine. Ça n'a pas toujours été le cas. Moi, je pense, j'en suis sûr, parce que c'est la technologie, c'est fait comme ça, que dans le futur, il y aura des Homo Deus, il y aura des Homo sapiens, et qu'à un moment donné, on te donnera le choix, est-ce que tu veux être un Homo Deus ou est-ce que tu veux être un Homo sapiens? Et quand tu arriveras à ce choix, je ne sais pas ce que tu choisiras, mais c'est pas facile comme choix. Parce que si tu choisis d'être un Homo sapiens, tu te retrouves Homo sapiens, et si tu choisis d'être un Homo Deus, tu te retrouves Homo Deus. Bon, moi, je suis un peu plus... disons que tout ça, d'une, j'ai pas envie d'y penser. J'ai un peu le sentiment des gens. Je n'ai pas envie d'y penser. Et de deux, bon, je vais pas m'étaler, mais... Alors déjà, toute la théorie de l'évolution, sans complotisme, et c'est du bullshit pour moi. Peut-être, oui. Voilà, pour moi, c'est mon avis, mais c'est du bullshit pour moi. Et déjà, de deux, intérieurement et par mon expérience et par les choses que j'ai pu expérimenter, notamment la méditation, on est loin d'être le corps humain. On est dans le corps humain. On est loin d'être le corps humain, et ça, c'est prouvable par un tas de choses, même dans la science, même les dossiers qui ont pu être déclassés du... comment ça s'appelle? Pas du FBI, mais de la CIA, qui a pu déclasser qu'effectivement, il existait des réalités dans lesquelles on pouvait se balader, etc. Donc pour moi, en vrai, que le corps, ça soit une tortue, que ça soit un truc modifié ou quoi, ça change pas qui nous sommes profondément. Voilà. Après, c'est la petite phase, pour moi, où je me dis, dans tous les cas, je m'inquiète pas. Et dans tous les cas, c'est vrai que ça serait terrible d'avoir à choisir ça. Après, on pourrait rebondir aussi sur le truc du QI. Le QI, je peux t'assurer que pour moi, alors, autant la beauté, je suis d'accord, parce que la beauté dans une société, tu peux faire ce que tu veux. L'attirance humaine, c'est l'attirance humaine. Mais le QI, il y a combien qui ont un super QI qui ont eu des difficultés de ouf dans la vie. Pour moi, l'école, c'est encore mon avis personnel. Ceux qui réussissent ne sont pas des gens intelligents. Je suis désolé s'il y en a. Et je dis pas ça parce que j'ai pas réussi à l'école. Ça pourrait être une excuse aussi. Ceux qui réussissent, à l'école, je parle. Je parle pas qui sont premiers au concours ou quoi, parce que c'était premier, voilà. Mais ce sont des gens qui ont beaucoup travaillé pour apprendre et répéter ce que l'on leur a donné, ou qui ont une capacité d'apprentissage. L'intelligence, pour moi, et ça ne dépend ni de la manière de s'exprimer, ni des études, ni quoi que ce soit, c'est pour moi la capacité de comprendre rapidement un problème et trouver des solutions et le résoudre. Et ça peut s'appliquer à des choses simples de la vie. Il y a des gens qui vont avoir fait aucune étude et qui vont trouver des solutions logiques et qui vont comprendre des choses de la vie pour eux ou pour les autres dans un business d'ailleurs, et ils vont réussir à step up, alors que d'autres vont avoir fait beaucoup d'études parce qu'ils auront travaillé énormément pour apprendre et régurgiter ce qu'on leur a donné. Parce que c'est ça, avoir un 20 sur 20, ça veut dire que tu recopies sur ta feuille ce que l'on t'a appris mentalement. En aucun cas, tu utilises ton sens critique, ta création, etc. C'est pour ça qu'on va même différencier les métiers d'art et les métiers, on va dire, les métiers artistiques et les métiers, on va dire, intellectuels. Mais pour moi, voilà, c'est pas un truc, le QI qui pourrait jouer, mais c'est vrai que le truc physique, pour le coup, ça serait terrible. Je pense que modification génétique, il doit y déjà pas mal en avoir. C'est déjà en train de se passer. Attends, on peut switcher aussi, hein. Les modifications physiques, actuellement, je pense que si on parlait, bon, il n'y a aucune femme sur le plateau, mais même chez les hommes, toutes les modifications qui sont faites par la chirurgie esthétique, durant les 10 dernières années chez les femmes ou même chez les hommes, ça a explosé. Ouais. Dans une ère où effectivement les réseaux sociaux, c'est la seule image, parce que les gens sont de moins en moins en contact, ils sont de plus en plus dans le virtuel, ça devient une norme. Effectivement, tu as moins tes chances, je pense aux femmes, hein, pour moi, hein, c'est mon avis, tu as moins tes chances
quand tu cherches quelqu'un et que tu as des avantages physiques, tu as un peu moins tes chances face à celles qui peut-être se font refaire le nez, alors pas forcément les seins, parce que moi aussi personnel je m'en fous, mais le nez ou des choses qui peuvent être ou du botox, ou on voit les actrices, les actrices fin de carrière 50 ans, et les présentatrices télé, on n'en voit pas, des présentatrices qui il y a ce truc-là aussi, modification physique, même maintenant, quoi. Ouais, modification, que ce soit pour l'instant chirurgicale et dans le futur sans aucun doute génétique au niveau du physique, qui agit et qui va apporter des avantages, qui va apporter des atouts énormes dès qu'il va s'agir de passer une bonne vie ou de passer une vie un peu plus de succès, un peu plus facile, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Et il y a un truc dont tu disais tout à l'heure, les révolutions, ils passent par 3 phases actuelles. Il passe par 3 phases. La première phase, c'est la peur. Deuxième phase, c'est la critique. Troisième phase, c'est évident. Est-ce que vous avez des révolutions comme ça en tête? Moi, j'en ai quelques-unes en tête qui sont en train de se passer actuellement et sur lesquelles, parce qu'au début d'une révolution, c'est la peur, comme on peut l'avoir par exemple avec la blockchain, c'est là où il y a le plus de profit à se faire. Exactement. C'est au début, quand il n'y a pas encore toute la masse, où il y a le plus de profit à se faire. Donc, moi, j'en ai quelques-unes. Révolutions, je vais vous les partager. Justement, je pense qu'on est dans cette phase de peur où il y a beaucoup d'argent à se faire. La première, je vous donne quelques tips après sur comment vous pouvez en profiter en termes financiers de ces phases. La première révolution dont je veux parler, c'est tout ce qui est réseaux sociaux. C'est pour l'instant une révolution. Essayez de vous rappeler un petit peu. Maintenant, c'est un peu plus avancé que quand c'était en 2013-2014. Mais moi, je me souviens en 2013-2014, quand Instagram il sortait tout juste. Les mecs qui postaient sur Instagram et qui commençaient à essayer de faire un business sur Instagram, on se foutait de leur gueule, mais monumental. On se foutait de leur gueule monumental. J'ai eu un pote en fitness qui a essayé de se lancer, je crois que c'était en 2013-2014. Il a essayé de se lancer. Tout notre groupe de potes, chaque fois qu'il mettait un post, on se foutait de sa gueule, mais monumental. On était là genre, salut les loulous, comment ça va aujourd'hui le fitness, etc. On se foutait de sa gueule. Et au fur et à mesure, il y a plus de gens qui se sont mis, donc on est passé de la peur à la critique. Et bientôt, on sera dans évident, dans le sens où tout le monde sera un YouTuber, tout le monde sera sur TikTok, tout le monde aura une page Insta, tout le monde fera des vidéos. Pour l'instant, je pense qu'on est encore dans la phase peur critique, où si toi, tu es au lycée, ou si toi, tu es au collège, ou si toi, tu es à la fac, et tu vois un de tes potes qui poste des vidéos sur TikTok, tu te dis, on se fout de sa gueule un peu. Moi, quand j'ai commencé à poster des vidéos sur TikTok, à la fac, on se foutait de ma gueule, et même mes amis se foutaient de ma gueule aussi, mais c'est normal. Donc, on est encore dans cette phase où il y a beaucoup de profit à se faire. Donc ça, c'est une première révolution où il y a encore beaucoup de profit à se faire. Une deuxième révolution dont on parle tous les jours, mais où on est encore à la première phase, c'est l'intelligence artificielle. Donc, il y a beaucoup de vendeurs de rêves, je ne citerai pas le nom, qui essaient de te faire croire que tu peux gagner de l'argent avec une formation et de l'intelligence artificielle. Donc, je ne citerai pas le nom, mais ça ressemble un peu à ça, le studio. Et ils vont te faire croire, moi, je suis un pro de l'intelligence artificielle, je peux te faire gagner de l'argent. Mais ce qui est assez marrant, c'est qu'ils ne diront pas exactement comment gagner de l'argent. Donc, moi, je te donne juste un tips, et c'est un truc que tu peux faire facilement. Si tu es suffisamment intelligent, encore une fois, je sais que tu n'as pas fait modifier ta génétique pour être plus intelligent avec un QI, mais je te le dis quand même. Il y a un mec que j'ai suivi qui gagne beaucoup d'argent à faire des livres avec l'intelligence artificielle. C'est génial parce que ChatGPT, encore aujourd'hui, c'est vraiment un outil écrit. C'est un outil qui va te permettre d'écrire et qui va te permettre de réfléchir à l'écrit principalement. Midjourney, c'est beaucoup des vidéos, c'est beaucoup des images, mais c'est pas suffisamment... Je pense pas que ce soit facile de gagner de l'argent avec ça. Autant l'écriture, pour le coup, quand c'est écrit par une intelligence artificielle, si tu l'utilises vraiment bien, ça peut être difficile de discerner l'écriture d'une intelligence artificielle d'une personne. Donc, l'écriture, cette personne-là, elle écrit des livres, en fait. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de genres de livres, il y a beaucoup de gens qui lisent des livres. Donc, entre écrire un livre et ensuite, avec l'intelligence artificielle, narrer ce livre, et donc utiliser la vente du premier livre et ensuite vendre un audiobook avec... Bon, il n'y a qu'un pas, donc tu peux faire déjà double vente avec un upsell assez facilement. Et lui, il écrit des livres entiers. Ce sont des sortes de petites... des narrations de 80-90 pages avec des histoires. Et à l'intérieur, il y a 4-5 nouvelles à l'intérieur de l'histoire. Il fait ça, il en écrit 10, 15, 20. C'est pour généralement des femmes, parce que c'est généralement des femmes qui vont lire ce genre d'histoire, des thrillers, des trucs romantiques, où on trouve pas le tueur, etc. Blablabla, toutes ces histoires-là. Il les vend, et il se fait un paquet de thunes. L'année dernière, cette année, en 2023, il va taper les $800 000 de chiffre d'affaires. Et
ce mec-là, il disait, il y a une grosse part, il y a un gros truc à jouer, parce que pour l'instant, et ça, je fais un petit aparté 2 secondes, mais ça va être utile pour toi aussi. Beaucoup des choses qui réussissent en Amérique sont pas encore importées en France. Il y a énormément de choses qui se passent en Amérique avec énormément d'argent. C'est un peu le proof of concept où tu te dis, voilà, ce truc-là, il a fonctionné en Amérique, mais les Américains, pour déjà aller en Amérique, ils dépensent beaucoup d'argent et tout est cher là-bas. Et ils ont vraiment beaucoup d'argent sur le compte en banque. Donc, si ça fonctionne en Amérique et que le mec fait 800 000 en Amérique, si tu le fais suffisamment bien en France, tu peux taper 100 ou 200 000 par an. Donc ça, tous les concepts qui fonctionnent bien en Amérique, et moi j'ai fait ça plus d'une fois, les concepts qui fonctionnent bien en Amérique, les ramener en France, et toi tu fais ce qu'on appelle un arbitrage de langage, où tu gagnes beaucoup d'argent parce que tu sais déjà que ça va fonctionner en Amérique. C'est les Américains qui ont des difficultés à gagner de l'argent. Mais dès que eux ils arrivent à gagner de l'argent, tu as juste à le mettre en France. Il y a plein de choses comme ça. Mais vraiment, c'est le plus simple des business que tu puisses faire. Et c'est un business que j'ai répété maintes et maintes reprises. Prendre ce qui fonctionne en Amérique et le mettre en France. Et quand j'ai parlé du Capital Club plus d'une fois, et ça fait longtemps que je parle, mais je continue parce que c'est important de continuer. Capital Club, quand j'étais là-bas en Espagne, il y a des mecs qui ont fait 8 millions, 10 millions de chiffres d'affaires en dropshipping. La première phrase qu'il te dit, j'ai vu que ça fonctionnait en Amérique, je l'ai amené en Europe. Et j'ai fait 10 millions en dropshipping. Là, je me dis, c'est quand même pas compliqué. Donc, ces trucs-là, écrire des livres, que ce soit en genre un peu policier, etc., pour les femmes, où tu prends un genre où tu sais que de toute façon, avec tous ces problèmes d'addiction au porno, avec tous ces problèmes d'addiction aux réseaux sociaux, les hommes se transforment de plus en plus en femmes. Donc, tu as juste à mettre des problèmes de policiers, des livres autour du policier, autour des problèmes, des trucs qui fonctionnent bien avec le féminin, romantisme, etc., un peu tourné pour le genre masculin. Et là, dans les années à venir, tu auras encore plus de parts de marché. Tu fais des livres comme ça avec ChatGPT, l'intelligence artificielle. Si tu es suffisamment intelligent et que tu as vraiment la hargne et que tu as vraiment envie de t'en sortir et de gagner ta vie, ça, c'est un business que tu peux faire assez facilement. Donc ça, c'est les deux révolutions un peu où on est dans une phase où il y a beaucoup de profits à se faire parce qu'il y a beaucoup de peur encore. L'intelligence artificielle et les réseaux sociaux. Si vous en avez d'autres en tête. Moi, je ferai la traduction de tes livres en audio parce que les gens liront plus. Ouais, tu peux faire ça. Mais en vrai de vrai, j'étais en train de me dire, mais est-ce que vous lisez encore des livres? Ouais. Et parce que c'est rare. Moi, je croise pas beaucoup de gens notre âge. Je prends plus trop le métro, mais dans le métro, j'en croisais quelques-uns encore. Et sur des terrasses, le livre, c'est le téléphone. Alors, on peut lire sur le téléphone aussi. Hein. Ouais. C'est pas le même truc quand même, je trouve. Mais toi, tu lis encore des livres? Moi, je fais les deux. Fais les deux. Bon, en ce moment, je lis beaucoup les messages privés. Mais en règle générale, moi, j'aime bien lire les deux. Enfin, j'aime bien lire et écouter parce que le soir, le soir, t'es fatigué, t'as envie de te poser. Moi, j'adore mettre mon casque. J'ai un casque vraiment... un bon casque. Un bon casque, quoi. Je vais pas citer la marque. Mais anti-bruit, tout. Enfin, tu te mets, c'est un oreiller le truc. Et je me mets souvent des livres en écoute. Je m'endors avec, mais c'est pas grave, tu vois. L'IA, je rebondis juste sur ChatGPT parce que je vois déjà plein de gens. Ah, mais l'IA, c'est compliqué à utiliser, c'est machin, c'est bordel. C'est trop facile, les gars. Tu sais pas utiliser l'IA? T'as juste à lui demander comment l'utiliser. Ah, c'est peut-être bien ça. Les gars, moi j'utilise tous les jours l'IA. Tous les jours, quand je ne sais pas faire un truc avec ChatGPT ou avec d'autres IA, parce que j'en utilise plusieurs, aide-moi, je voudrais faire ça avec toi. Juste ça. Incroyable ça. Juste ça. Et là, l'IA. Ça commence bien déjà. Non, mais l'IA va t'expliquer comment tu peux l'utiliser pour faire ce que tu veux faire. Incroyable. C'est du pain béni. C'est du pain béni. Quand j'avais fait les vidéos, j'avais fait des vidéos TikTok pour faire les cours Learning Blockchain. J'ai dit à ChatGPT, je veux faire des vidéos TikTok sur le Learning Blockchain. Il m'a sorti le script. Il m'a sorti quel IA utiliser pour faire ça, quel IA utiliser pour les audios, quel IA utiliser pour les vidéos. J'ai juste suivi ces indications. Ça m'a pris 10 minutes. Et voilà. Magnifique. Et j'ai sorti une petite série de vidéos TikTok sur le Learning Blockchain. Il y a beaucoup de ça en ce moment, j'ai l'impression. Il y a juste à demander. Il y a beaucoup de vidéos, c'est énormément. ça. Faceless. Et c'est super facile à utiliser. Le mec qui me dit j'y arrive pas, j'ai machin, non, c'est juste qu'il a un poil dans la main. Et il y a des pages Insta même. Il y a des pages Insta avec des visages, on dirait des vraies personnes, et en fait c'est de l'IA. Alors ça me fait peur, moi je trouve. Franchement. Un des business qui va se lancer aussi, je te donne ça. Il y a des trucs de ChatGPT et un des plus gros business, et ça c'est le plus dangereux de tous les business. Ah oui, je vois ce que le plus dangereux de tous les business. Aussi, mais ça c'est le Far West des business, dans le sens où il n'y a pas de régulation, et si tu sais ce que tu fais,
t'es riche rapidement, mais tu perds ton âme en le faisant. Très clairement. Tu deviens une prostituée masculine. C'est tout ce qui est girlfriend virtuelle, tout ce qui est petite copine virtuelle avec des IA. Oh là 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 là, les IA, tu peux les modifier, tu peux les faire tellement bien que tu peux commencer à dire, ben voilà, au début, si t'es peu intelligent et que tu penses que au premier niveau de pensée, tu vas te dire, ben voilà, je veux une intelligence artificielle pour faire en sorte de draguer quelqu'un. Donc, elle va te faire une intelligence artificielle, tu vas avoir une application. Tous les mecs qui sont sur OnlyFans, ils sont en train de développer des applications comme ça avec des intelligences artificielles où la meuf, elle peut répondre plusieurs trucs. Donc, en plus, la personne qui est sur OnlyFans, elle va pouvoir voir physiquement la personne. Elle se dit c'est la vraie personne. Mais en fait, la personne qui parle, évidemment, c'est jamais la personne que t'as payé sur OnlyFans. C'est toujours un mec qui habite au Tadjikistan ou qui habite au Kazakhstan ou qui habite au Pakistan. Ça finit toujours en stan. Donc, tu parles à un mec qui est payé 5 € par heure et tu lui envoies des trucs, tu lui envoies des photos de tes tubs. Enfin, c'est suffisamment débile comme ça, mais bon, je ne veux pas en parler. Et ces gars-là, ils peuvent être remplacés par une intelligence artificielle et il y aura plusieurs stades de cette intelligence artificielle-là. Premier stade, ça va être, voilà, fais de la drague. Donc, tu vas envoyer un message en étant une bonne personne qui est sur OnlyFans et t'as payé 20 € pour envoyer un message comme un débile. Et en retour, tu recevras soit de la drague, un petit peu de drague, salut, t'es pas mal, envoie-moi une photo de toi, blablabla. Sinon, la deuxième étape, ça va être, essaye de le faire tomber amoureux. Et ça, c'est une intelligence artificielle. Et elle arrivera bien mieux à faire tomber amoureux un mec par message qu'un mec au Tadjikistan. Donc, l'intelligence artificielle, elle va dire, voilà, comment on fait pour faire tomber amoureux. Et quand tu enverras un message, tu vas tomber amoureux de l'intelligence artificielle. Donc, pour t'en sortir de ça, c'est pas facile, parce que l'amour, pour t'en sortir, c'est pas facile. Ça va être la première étape. Et disons que tu commences à y voir clair dans le jeu, tu dis, voilà, je veux te quitter. Tu demandes à l'intelligence artificielle, voilà, je me fais dumper, je me fais larguer par quelqu'un. Comment est-ce que je peux faire pour que cette personne-là reste avec moi et reste amoureux de moi? L'intelligence artificielle va utiliser quelques biais cognitifs, que ce soit la culpabilité, que ce soit le futur ensemble, que ce soit l'anxiété. Elle va dire, mais tu vas me faire tout ça après tout ce qu'on a vécu, tu vas me quitter, ça se fait pas, blablabla. Et les mecs qui sont de plus en plus féminins, la culpabilité, ça fonctionne très très bien sur eux. Donc tu te retrouves avec une intelligence artificielle ultra développée et qui sont en train de se développer, ultra développée, ultra poussée pour faire tomber amoureux n'importe quelle personne à qui il va parler. Si tu crois que ces trucs-là, ça va être facile pour toi de passer à travers, si tu crois que ces trucs-là, ça va être facile pour ton fils, si tu as un fils plus tard qui a 12-13 ans, qui parle à une intelligence artificielle ou évidemment au niveau de la régulation, t'es pas obligé de dire que c'est une intelligence artificielle à qui tu es en train de parler et tu peux dire c'est une vraie personne à qui tu es en train de parler. Et là, mon gars, ça, c'est des business d'intelligence artificielle où tu perds ton âme en tant que com, mais tu gagnes des millions. Donc, si tu veux gagner de l'argent de manière totalement pas éthique du tout, ça, c'est le genre de business qui, de toute façon, c'est en train de se développer aujourd'hui. Il y en aura même dans le métaverse, des choses comme ça. De toute façon, tout ce qui touche à l'argent et au sexe, à l'émotion, ça joue. D'ailleurs, moi, pour pallier à ça, parce que moi, si je devais avoir un enfant et qu'il pourrait s'exposer à ça, vraiment, si je dois vous conseiller un livre, vous irez voir pour draguer, on va dire, pour en tout cas comprendre les logiques sociales. C'est The Game de Neil Strauss. Ah, tu l'as déjà lu, celui-là ? Bien évidemment que je l'ai déjà lu. Il est très intéressant. The Game de Neil Strauss et qui permettra à vos enfants ou votre fils, surtout j'imagine, de pouvoir comprendre les dynamiques sociales même en business, pas que dans la drague de relation. Et surtout savoir ne pas avoir besoin de subir et d'être sur Tinder ou tomber amoureuse d'une IA ou ce genre de truc. Il y aura au moins quelque chose de différent. Est-ce que vous avez des livres à conseiller, vous, en dehors même de ça? Est-ce que vous avez des livres? Putain, j'en ai plein. Sélectionne un, pas... Oui, j'en ai un exceptionnellement. J'ai quelques livres, mais je vais juste faire un point parce que vous venez de me faire penser une anecdote de fou furieux. Comment elle s'appelle ton IA à laquelle tu es tombé amoureuse? Alors, c'est pas ça. Non. Alors, justement, c'est pas ça. C'est pas je suis tombé amoureux d'une IA. C'est qu'un jour, il y a un mec, c'était en début d'année, février ou mars. Un mec de la commu qui vient me voir et me dit alors voilà, j'ai vu les IA, je voudrais faire ça avec une femme, machin. Et il m'a envoyé des messages aussi. Et là, je tilte. Et là, je fais attends. Le mec il vient de me filer une idée, tu vois. Et moi j'aime bien développer les idées parce que je suis toujours en train de chercher, en train de comment on peut faire ça, tu vois. J'ai toujours dans cette mentalité de ok, ça peut être intéressant, on peut checker, on peut faire ça. Et le mec, je suis resté en contact avec lui. Maintenant j'en ai plus, je sais pas ce qu'il en a fait. Je suis allé jusqu'à créer un mime
avec une intelligence artificielle. C'est pas vrai. Si, je l'avais fait pour lui. Donc moi, je j'irais en enfer. Je me désolidarise de tout ce qu'il a pu faire. Moi, j'irais en enfer, c'est clair. Mais en fait, c'était toujours dans la recherche d'apprendre à faire un truc. Bien évidemment, dans la recherche. Bien évidemment. Uniquement dans un but scientifique. Je vais passer pour le méchant. C'est pas grave, je vais le dire parce que moi, je suis toujours dans cette recherche. Et déjà en février, mars, il n'y avait pas toutes les IA qu'on a aujourd'hui. C'était pas autant développé. C'était déjà très facile de faire ça avec Midjourney en donnant quelques mots-clés qui faisaient un peu anguille parce que c'était quand même. Tu pouvais pas tout faire. Et tu avais déjà des IA. Tu pouvais modifier. Tu faisais un peu l'anguille. Et on avait réussi à créer un truc, mais en une semaine, quoi. Oui. Bon, par contre, il fallait répondre. Okay. Tu vois. Et le mec, je lui dis, bah tiens, vas-y, démerde-toi avec ça. Machin. Et t'as créé donc une IA qui faisait quoi? Bah, en gros, l'IA générait des photos d'une femme, toujours avec les mêmes concepts, les mêmes traits de visage, etc., pour que ça soit pas trop grillé, entre guillemets. Sauf que le mec a dû faire des modifs, je pense. Le compte s'est fait bannir 4 jours plus tard. D'accord. Ah ouais. Donc, je sais pas ce qu'il a fait avec, je veux pas savoir. Ouais. Tu vois. Mais en fait, je me dis, c'est fou parce que cette idée-là, c'est vrai qu'elle est en train de se développer de plus en plus, ça se voit. Mais c'est un truc, si tu avais été un petit peu plus intelligent, toi qui nous regardes, tu aurais pu déjà y penser il y a un moment. Parce qu'on pouvait le faire dès le début des IA. Et comme tu disais, il y a plein de concepts aux États-Unis qui ne sont pas encore arrivés en France. Je pense que des concepts, même si tu les fais maintenant, ça va peut-être pas forcément marcher au début. Mais si c'est toi qui es le premier, dès que ça va commencer à péter, tu auras déjà toutes les bases pour le refaire. Même si tu vends ton âme pour aller en enfer, très clairement. Ouais, exactement. Bon, moi, j'ai sûr, j'irai en enfer. Ça, c'est une croyance aussi populaire, je trouve. Alors, sur ça, d'accord. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut vendre son âme au diable, aux enfers pour gagner beaucoup d'argent. Mais parce que c'est le plus simple. C'est le plus simple. Et franchement, je trouve pas que ce soit le plus simple parce que, encore une fois, on va pas philosopher, mais quel intérêt intérieur t'en tires? Alors, bien sûr, si ta vie c'est vraiment la galère, etc., je vais pas dire quel intérêt philosophique tu en tires, mais si tu veux, moyen terme, le seul et unique moyen pour gagner vraiment de l'argent, c'est faire les choses de manière vraie, même si ça peut servir à quelqu'un, etc. J'imagine pas. Enfin, après, j'imagine pas, je ne sais pas, mais je dis ce que je pense. On est dans un podcast. J'imagine pas quelqu'un qui tous les jours fait des scènes porno. Comment elle vit? Peut-être qu'elle le vit très bien. Je pense que, moi, j'arriverais pas dans mes relations, je serais perdu. Quelqu'un qui va arnaquer des gens, qui va faire des scams, peut-être qu'il va gagner beaucoup d'argent. Mais comment il va être avec sa famille? Comment il va être avec les autres? Il y a besoin d'un mépris de l'humain, même si on l'a pas à la base, pour pouvoir continuer de faire ça. Il y a besoin de se détruire quelque part pour pouvoir continuer de faire ça et de négliger cette partie de nous, parce que sinon on peut pas le continuer profondément. Donc, je pense que les meilleurs business, c'est pas forcément des saints. C'est pas des saints qui font alléluia, je suis là pour vous aider. Mais en tout cas, c'est pas les trucs qui sont dans l'enfer, quoi. C'est les trucs qui vont servir concrètement, qui sont vrais. Enfin, on en a déjà discuté dans d'autres podcasts. Mais voilà, il n'y a pas besoin de faire des trucs négatifs pour gagner de l'argent, c'est ça que je veux dire. Non, tous les trois, on gagne de l'argent de manière honnête. Donc, je peux vous garantir qu'on peut gagner de l'argent de manière honnête. Ça, c'est sûr. Et pour en revenir sur les livres un petit peu, moi, j'en ai 2, on va dire 2, parce que ton cerveau, il n'est pas capable de tenir 7. Donc, je vais t'en dire 2. Le premier, qui je pense est le plus important que j'ai jamais lu, il s'appelle David Déda, l'auteur, et c'est The Way of the Superior Man. Donc c'est un livre qui n'est pas accessible en français, je ne crois pas. C'est un mec qui a écrit ça, je crois, en 1996 ou quelque chose comme ça, et qui a été vendu en peu d'exemplaires au final. C'est un livre que j'ai lu il y a déjà quelques années, que j'ai lu évidemment plusieurs fois. Ça, c'est un truc exceptionnel, c'est un livre exceptionnel qui t'apprend à devenir un homme. Deuxième livre, qui c'est pareil, que j'offre, pour la petite anecdote, c'est un livre que j'offre tous les ans. Tous les Noëls, je l'offre à mon petit frère. Et mon petit frère, il a 14 ans. Donc j'ai commencé à lui offrir, il avait 12 ans. Et ce Noël encore, je vais lui offrir le même livre. Donc il en a plusieurs déjà, il en a déjà 2 à la maison et j'espère qu'il va l'avoir le 3e cette année-là. Donc le même livre qui s'appelle Comment se faire des amis. Et dedans, tu as une quarantaine de lois, je dirais. Un peu du même style que Robert Greene, mais une quarantaine de lois sur comment se faire des amis et comment en fait se comporter dans l'environnement social. Moi, c'est un livre qui m'a révolutionné ma vie. Et donc, je lui ai dit, voilà, à 12 ans, je lui ai offert ce livre. Et je lui ai dit, écoute, tant que tu l'as pas lu en entier, et tant que tu peux pas me réciter toutes les lois par cœur de ce livre, tu auras ce cadeau jusqu'à la fin de tes jours à Noël. Donc, à Noël, il s'attend déjà à avoir ce cadeau. Et je lui ai répété toute l'année, tant que tu m'as pas donné et récité les 40 lois par cœur, tu l'auras pas ce livre, tu auras ce livre et tu n'auras pas un autre cadeau. Et il sait évidemment les moyens financiers que j'ai.
Et c'est le genre de cadeau qu'il aurait s'il avait lu ce livre. Donc il est là, genre. C'est pas mal, ça. Ouais, il est là, genre, putain, je dois lire encore ce livre. Alors ça que va, je sais 40, que j'aurai un cadeau de fou, 40 tu vois. phrases, ça va. Et c'est 40 à apprendre et à réciter par cœur. Donc, Dans l'ordre dans l'ordre s'il veut, dans l'ordre pas s'il veut. Et ça peut faire un segue assez intéressant sur une autre partie de ma vie. Pendant longtemps, pendant quelques mois, je dirais 8-9 mois, j'ai voulu participer au championnat de France de mémoire. Donc ça, c'est un truc que j'ai appris en lisant un livre qui s'appelle Moonwalking with Einstein. Et je me suis dit, après avoir lu ce livre, je suis tombé dessus, je vais participer au championnat de France de mémoire. Excellent. Comment on fait pour apprendre 40 lois par cœur, réciter les 40 lois par cœur? On le fait grâce à la mémoire. Et il y a plein de façons pour apprendre ta mémoire. Il y a des trucs qui s'appellent les palais mentaux. Et une des épreuves, et l'épreuve où j'étais pour le coup le meilleur en termes de mémoire, c'était le paquet de cartes. Donc tu prends un paquet de cartes, il y a 52 cartes, soit l'as de cœur, le roi de carreau, et toutes ces cartes-là, tu les mets, tu les mélanges, voilà, donc tu peux mélanger le paquet de cartes, tu peux mélanger le paquet de cartes, ce que tu veux. Moi, je le prends, je regarde à la suite comme ça, je pose, et je te dis, à la suite, et tu prends les cartes, et je te récite les 52 cartes à la suite, qui est à l'intérieur. Donc, c'est un truc que j'ai travaillé, qui a l'air compliqué comme ça, mais qui n'est absolument pas compliqué. C'est quoi? Tu associes des images et des images. actions. Des images et des actions. Ça. Donc, selon le paquet de cartes, ça pouvait être par exemple le roi de pique. Et à l'époque, le roi de pique, c'était un ami à moi qui s'appelait Samy et qui jouait au poker. Donc, c'est Samy qui joue au poker. Et on se retrouve la carte d'après, la dame de cœur. Et la dame de cœur, c'était une femme que je connaissais, une ancienne copine à l'époque. Donc, tu as Samy. Et l'ancienne copine, disons qu'elle est en train de faire du squat. Donc, tu as Samy qui fait du squat. Donc, as de pique, roi de pique, dame de cœur, Samy qui fait du squat. Et si ça avait été l'inverse, ça aurait été elle qui joue au poker. Donc, tu vois, c'est une personne avec une action. Et les deux cartes ensemble, ça fait une personne qui fait l'action. Donc, tout ce que tu as à retenir, c'est les 52 cartes. Qu'est-ce que tu dois mettre un nom, tu dois mettre une personne et une action à chacune de ces cartes-là. Donc, la seule chose que tu as à retenir, c'est les 52 personnes et actions. Une fois que tu as ça, tu regardes les cartes et ça te fait une sorte de palais mental. Moi, j'utilisais ma salle de sport. Et à chaque machine à la salle de sport, tu as Samy qui est en train de jouer au poker ou tu as une meuf qui est en train de squatter. Donc, il faut bien choisir les machines. Il ne faut pas arriver au mauvais endroit. Parfois, ça peut mal tomber. Ou tu as ton père qui est en train de jouer à la belote. Et ça, ces actions-là, à la suite, tu refais ensuite le chemin. Parce que je ne sais pas si tu te souviens combien de fois tu as déménagé dans ta vie. Si tu as déménagé, disons, à 6 ans, 7 ans, 8 ans, tu te souviens encore comment c'était l'appartement à tes 6 ans. Bien sûr. Et pourtant, c'est le même et tu n'y es pas revenu. Ça fait 15 ans, 20 ans que tu n'y es pas revenu. Mais tu sais exactement où est la cuisine, tu sais exactement où est le canapé, tu sais exactement où est ta chambre, tu sais exactement où est la commode, tu sais exactement la commode de tes parents. Tu revis l'intérieur de cet appartement comme si tu y étais. Ça fait 20 ans que tu n'y es pas allé et tu n'es même pas capable de te souvenir 9 x 7 combien ça fait, tu vois. C'est le palais mental. Donc, je lui ai dit, voilà le livre, tu dois le lire. Les 40 lois, tu dois les réciter par cœur. Et je ne lui ai pas dit encore comment il allait retenir les 40 lois. Et ça lui découvrir. Tu le coaches, quoi. C'est incroyable. Il va avoir... Il a intérêt de réussir, lui. Il a intérêt de réussir. Il sait qu'il aura un beau cadeau. C'est vrai. Il sait que le Noël d'après, parce que ce ne sera pas le même Noël où il aura le cadeau, il sait qu'il aura un beau cadeau. Mais c'est beau parce que en fait, on voit que tu prends soin de la famille. Ouais. C'est un apprentissage de la vie que tu lui donnes. Et j'ai envie de rebondir là-dessus parce qu'on a eu une question qui, à mon sens, est très intéressante. Vas-y. Je vous la lis. Ulysse Tiflevray, Ulysse Pump, Cuillère. Petite question. Comment gérer les frustrations face à l'entourage qui ne croit pas à vos projets? Quand je parle à mes frères et amis de ce que je fais grâce à vous, ils me prennent pour une illuminée. Genre, t'es folle, va t'acheter un ticket de loto. Je pense qu'elle a dû passer. Même si j'ai de beaux résultats, ils n'attendent que ma chute. Qu'est-ce que tu peux conseiller à Steph qui a l'air... Ils n'attendent pas sa chute. Je pense pas qu'ils attendent sa chute. Ils cherchent à te protéger, en fait. Ouais. Ils cherchent à te protéger. Ta famille, si elle attend ta chute, il y a un sérieux souci. Et je pense que ça concerne que très, 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 très peu de gens et surtout pas toute la famille. Donc je pense que toi, tu le vis peut-être un peu mal. Mais c'est surtout qu'ils cherchent à te protéger, qu'ils n'ont pas la connaissance, ils sont pas dedans, ils n'ont pas l'expérience. Et mets-toi aussi à leur place. Si tu avais une fille qui leur dirait j'ai gagné peut-être un SMIC en une semaine, à des parents qui peut-être gagnent un peu plus que le SMIC, ils auront du mal à y croire. De manière générale, il faut bien qu'elle se rappelle et que tout le monde se rappelle, toute information nouvelle est refusée par le cerveau. Je vais vous donner un exemple, c'est quelque chose qui existe dans le cortex cérébral
pour se protéger et qui existait justement à l'époque néolithique, dans la logique sociale de groupe. Parce qu'à l'époque néolithique, on survivait si on était en groupe. On était tout seul, on tuait pas le dinosaure, je sais pas quoi, mais le mammouth, quoi. Il y a besoin d'être en groupe. Donc la logique, elle était toute nouvelle personne est rejetée, entre guillemets, on reste dans le clan, toute information nouvelle est rejetée, quitte à ce que ce soit faux. Quitte à ce que ce soit faux. Parce qu'il valait mieux être dans le groupe et avoir tort, plutôt que d'avoir la vérité et être seul. Et ça, c'est quelque chose qui s'applique à énormément de logique sociale. Et donc, c'est pour ça que aussi ta famille, elle va refuser une idée nouvelle qui lui est totalement inaccessible dans son cerveau parce qu'elle n'a jamais ni cherché, ni appris, ni réussi à avoir ce type d'expérience. Donc moi, je serais toi, la première chose que je ferais, c'est d'arrêter de leur en parler. Je sais que c'est un peu dur, mais tu auras toujours des amis qui peut-être le comprendront. Et de ne pas leur en vouloir, c'est pas de leur faute vraiment. Et surtout, tu n'as rien à prouver à tes parents. Si tu te mets dans ce genre de lutte, bah, tu te mets dans une posture d'enfant. Et je ne sais pas quel âge tu as, mais t'as pas à être dans une posture d'enfant à dire voilà papa regarde je fais du toboggan c'est génial bravo ma fille. Non, on s'en fout de ça, fais ta vie, fais de la manière épanouie et laisse ta famille de côté qui cherche juste à te protéger, il y a rien de méchant là-dedans. Ouais, moi je pense la même chose que toi pour le coup Pump avec quelques biais cognitifs un peu différents, mais tu vois par exemple quand j'ai commencé Ulistif ou quand j'ai commencé à vraiment gagner de l'argent avec la crypto, mes parents ils ont appris chacun séparément que j'avais gagné de l'argent à la crypto et que Ulistif il existait. Ils ont appris genre 1 an et demi après. Et c'est en étant sur les réseaux qu'ils ont fini par tomber sur ma tête. Et là, ils se sont dit, mais je le connais celui-là. Et mes grands-parents, c'est pareil. Et le fait est que, en fait, moi, je parle jamais de ces trucs-là. Et j'en parle pas pour une raison bien précise. C'est que une fois que t'en parles, dans ta tête, le cerveau, il a fini par croire, ben, je l'ai fait. Et moi, j'ai jamais considéré que je l'ai fait. Encore aujourd'hui, je considère pas que je l'ai fait. C'est pour ça que je parle jamais de rien. Dès que je veux réussir quelque chose, je dis pas je vais le faire ça, tu vois. Je vais faire une page ou je vais gagner de l'argent en crypto. Je dis jamais ça. Je fais. Et si un jour c'est vraiment trop énorme et que là je me considère vraiment avoir réussi monumentalement, je dirais un petit mot. Parce qu'il y a la satisfaction, en fait, peut-être qui est attendue chez cette personne ou dans le cerveau, qui est que quand on l'exprime, si on est dans la reconnaissance de l'autre ou autre, enfin l'autre nous donne la reconnaissance, on va s'en nourrir comme si effectivement c'était fait. On perd toute motivation à le faire. Exactement. Donc effectivement, ne rien dire, mais j'apporterai une nuance. Par exemple, ça peut être pas mal aussi pour se motiver, si on a besoin, par exemple de dire à tous ses amis, là, ce mois-ci, je vais perdre 10 kilos. Oui, dans ces trucs-là. Dans ce truc-là, ça va vous pousser par délire d'identité, de dire je dois garder mon identité de quelqu'un qui tient sa parole. Si vous avez ça dans votre identité, et du coup, hop, vous allez être beaucoup plus boosté parce que vous allez dire attends, je vais pas revoir un tel, je lui ai dit ça, ou si je vous le dis à tout le monde, c'est quand même compliqué. Et d'ailleurs, c'est ce qu'utilise beaucoup Cédric Doumbé, ou beaucoup utilisait Mohamed Ali dans les sports de combat. Il y a certains sportifs qui ne disent rien et qui gardent tout, et il y en a d'autres qui vont avoir ce côté prétentieux, mais qui est en fait une manière de s'auto-booster en disant voilà ce qui va se passer, c'est ça. Et ça aussi leur donne l'obligation de dire de toute façon j'ai trop parlé, donc maintenant je peux plus faire retour en arrière. Et voilà, donc si vous n'avez pas trop d'amis, bah, ça vous boostera pas, mais si vous avez une grande famille ou beaucoup d'amis, ou beaucoup de frères et sœurs, je ne sais pas, peut-être que ça vous boostera aussi de le dire comme ça. Moi j'ai eu des réactions un peu... je parle pas forcément d'argent, je donne, donc après on dit ce qui s'est passé, pourquoi il y a plus ou autre. Mais j'ai eu des réactions quand je commençais, surtout sur ma copine actuelle, qui, pour l'anecdote, à un moment donné, j'avais perdu une grosse somme sur une journée. J'avais perdu, à ce moment-là, 10 000 en une journée, plus de 10 000, 12 000 et quelques. Sacré somme. C'est un truc qui t'arrivera si t'investis de toute façon. À un moment ou un autre, tu perds de l'argent. Et là, c'était en trading, et le pire du pire, c'est que c'est moi qui ai décidé de couper, quoi. J'ai pas dormi pendant 24 heures, et c'est moi qui ai décidé de couper. Donc, vous cliquez sur un écran, c'est le clic le plus cher de ma vie. J'ai cliqué, je vois 12 000 en moins. Voilà. Et donc, bien évidemment, moi, je le raconte, et puis je passe 24 heures, un peu difficile, c'est normal, même si j'ai des aptitudes mentales, ça reste difficile dans tous les cas. J'en parle. Et c'est resté pendant longtemps. Et ma copine me disait des trucs du style mais moi mon père jamais il aurait perdu ça, voilà des trucs où je me disais mais merde quoi, je me disais moi-même j'étais déjà hyper mal, et en plus parce qu'à ce moment-là je n'étais pas dans la réussite que j'ai sûrement aujourd'hui,
à ce moment-là, il y avait beaucoup d'interrogations. C'était encore pour me protéger. Je me disais, mais est-ce que tu perds pas trop d'argent? Est-ce que tu vois, tu dors plus la nuit? Je te vois là-dessus, etc. Et quand j'ai commencé après à faire $100 par jour de manière régulière, etc., commençais à voir, tiens, il y a une régularité dans ce qu'il fait. Ok. Et quand j'ai dit, en fait, là, j'ai 10 000 là. J'ai 10 000. Et là, il y a une réaction qui était, t'as fait 10 000. Et dans sa tête, il y a eu ce switch de, mais je l'ai pas vu, en fait, cette évolution. Dans ma tête, c'était resté, voilà, on arrive à vivoter, entre guillemets, vivoter, on vit bien quand même avec $100 par jour en moyenne. Mais il n'y avait pas du tout ce switch. 10 000, c'est un palier dans la tête de quelqu'un qui touche 1 500 €, 2 000 €. Donc forcément, il y a eu cette réaction et il y a eu après ce truc-là de bravo, franchement, tu as cru en toi, tu as persévéré malgré l'épreuve, j'en aurais pas été capable. Ouais. Et donc il y a ce truc-là aussi de se dire que quand vous n'êtes pas encore au niveau où vous voulez être, les gens autour de vous, si vous communiquez trop, ils vont, pour vous protéger, encore une fois, vous critiquer. Si vous avez un mental un peu fragile à la critique, vous allez arrêter instantanément. Moi, j'ai l'inverse. C'est pas que j'ai un mental fort, c'est que j'ai un mental qui est débile, je le redis. Ça a été partout dans ma vie. On me dit non, je veux oui. Ouais. Je veux que ça se produise. Donc ça a été même une motivation. Je dis, attends, elle me dit ça. Attends, tu vas voir. Ouais, c'est ça. Je rebondis là-dessus. Parce que c'est ce que tu viens de dire, c'est exactement la story que Tiff tu avais mis il y a quelques temps. Ouais. Peut-être. Mais c'est exactement ça. Il en met tellement aussi. Non, mais maintenant, il a une bonne mémoire, donc il devrait s'en rappeler. Non, mais celle-là, ne parle jamais de tes problèmes. 80% n'en ont rien à foutre, 20% sont contents que tu les aies. Trouve plutôt un moyen de les résoudre, et là, 100% des personnes seront intéressées. Ouais. C'est exactement le résumé de ce que tu viens de dire. C'est vrai. Alors, moi, j'apporte pour moi, mon avis, j'apporte une nuance parce que mon ancien travail, c'était quand même d'écouter les problématiques des autres. Je pense que de manière générale, tu as totalement raison. C'est-à-dire que tu vas parler de tes problèmes à tes amis, etc. Encore une fois, tes amis veulent que tu réussisses, mais pas plus qu'eux. Ouais. C'est les 0,1% qui vont être là. Moi, j'ai qu'un seul ami de tous mes amis qui, quand j'ai gagné là-dedans, m'a dit « C'est génial, frérot. Ouais. J'en ai qu'un seul. » Et je le cite, c'est Axel. J'en ai qu'un seul. Merci, Axel. Tous les autres, la plupart, ah ouais, mais limite le mauvais œil, je suis pas, mais vraiment, et j'ai arrêté instantanément d'en parler. Jalousie. Donc, parlez pas de vos problèmes. Maintenant, à votre conjoint ou votre compagne, voilà, si vous avez besoin il faut pas être un mur, à mon sens, émotionnel. Je pense que toi, tu l'es peut-être un peu plus que moi. Moi, je suis un stoïque. Moi. Toi, voilà, t'es totalement là-dedans. Ouais. Moi, je pense que moi non plus, je vais pas parler émotionnellement entre mes problèmes, et c'est masculin d'ailleurs de ne pas le faire. C'est quelque chose de masculin de ne pas parler de ses problèmes. D'ailleurs, les hommes ont plutôt tendance à vouloir être aidés par des hommes. Et c'est aussi les hommes qui solutionnent. Pour ceux qui ont lu le livre, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Il y a ce truc-là, donc de solutionner chez les hommes. Mais en tout cas, il y a quand même besoin d'extérioriser quelque chose. Alors peut-être à votre maman, peut-être à votre papa, mais il y a besoin à un moment donné d'extérioriser parce que vous pouvez pas, et c'est pas votre rôle, d'avoir tout le poids de vos problèmes sur vous. Et d'ailleurs, même si sûrement vous avez une responsabilité dans tous vos problèmes, il y a d'autres choses qui jouent. Donc voilà, ne vous confiez pas comme quelqu'un qui serait une victime et qui vous positionne en tant que victime, parce que de toute façon, tant que vous êtes une victime, vous pouvez pas résoudre et trouver de solution. Soyons bien clairs. Mais voilà, dire ses problèmes ou communiquer quand c'est trop difficile, faut pas hésiter, parce que ça peut être pire en fait pour moi. Moi, j'en ai vu des gens qui ne demandaient jamais d'aide et qui se sont enfoncés, même physiquement, dans une dureté, et du coup, c'est même pas épanouissant. Donc voilà. J'apporte ma nuance pour moi. Après, c'est mon avis perso. Qu'est-ce que tu en penses un peu, Tiff, là, par rapport à ce qu'on a dit ce que nous a dit Steph? Est-ce que tu pourrais peut-être avoir un mot pour elle, pour lui un conseil? Bloque ta famille. Non, franchement, le conseil que je peux donner, c'est très très simple. Tu reviens à la maison avec une Ferrari, personne ne va te faire chier parce que tu gagnes ta vie. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Terriblement vrai. Il faut que tu sois tellement bon que personne ne puisse s'en douter. Et que personne ne puisse t'ignorer. Sois tellement bon que personne ne puisse t'ignorer. C'est vraiment aussi simple que ça. Si tu dis est-ce que tu réussis et que ta famille elle se moque de toi, ça veut dire que t'es pas bon. Donc t'as juste à être meilleur. Moi, si je reviens chez moi, que je vais chez mes grands-parents, ou que je vais chez mes parents, et que j'y vais et que je leur montre mon compte, je vois pas une seule seconde où ils pourraient se dire ah bah ouais, mais t'es un loser, tu vois. Franchement, je vois aucun moment où ils pourraient me dire ah mais tu sais quoi, ce que tu fais, c'est peut-être pas safe, etc. quoi. Non, il y en a aucun qui pourrait me dire ça. C'est comme ça. J'ai mon pote, pareil, Denis Gallois, j'en parle de temps en temps sur le podcast.
Lui, il a son père, il est vraiment très paysan. Ils vivent à la campagne, ils ont des vaches limousines et c'est la ferme toute leur vie. Et son père, il comprenait pas, genre, comment tu fais enfin, voilà, quoi, tu t'aides des gens à perdre du poids. Tu veux pas trouver un vrai boulot, tu vois. Tu veux pas vraiment gagner ton argent honnêtement avec un vrai boulot. Et quand il lui a dit à peu près ce qu'il gagnait, son père, il a dit, tu vois, il a biglouché. Il a pas compris ce qui se passait. Il a dit, ouais, mais c'est bizarre, tu leur voles de l'argent, en fait, à ces gens-là, ou je sais pas quoi. Bah non, ils me le donnent gentiment, tu vois. C'est hyper français, ça. Gagner de l'argent, c'est en voler aux autres. C'est exactement ça. Non, tu le fais logiquement. Donc, le conseil que je te donne, Steph, tu reviens avec une Ferrari, personne va te poser de questions. Personne va se foutre de ta gueule. C'est vrai. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. C'est vrai. Steph, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et on fera les questions aussi la semaine prochaine. Mais merci beaucoup. C'était la fin de cet épisode 4 de la Tiffane. Encore une fois, c'était exceptionnel de vous rejoindre. Merci à toi, ça passe trop vite. Mettez un commentaire, dites-moi un peu le moment que vous avez préféré. Mettez des questions si vous voulez qu'on y réponde sur le prochain commentaire. Si c'est suffisamment des bonnes questions, on y répondra avec la candeur, avec la bienveillance qui nous caractérise. Et je vous dis à plus, poto.